Merci à vous toutes et à vous tous d'être ici cet après-midi, physiquement ou virtuellement. Alors, bon, je n'ajouterai rien pour me présenter, mais je vous dirai simplement que c'est un très très grand plaisir pour moi de revenir au séminaire Marx au XXIe siècle pour présenter cette fois-ci un livre que les éditions d'Elga viennent de publier, un livre au titre évocateur, Jean l'a dit, de Lénine, bien sûr, la maladie dégénérative de l'économie, le néoclassicisme, un titre surtout disons, ce sont les risques de la télé, un titre surtout terriblement désagréable, mais nécessairement désagréable. Le sujet l'exige, à la manière de la leçon d'anatomie du docteur Tulp, peint par Rembrandt, qui est en couverture, un détail du tableau magnifique. Un tableau qui a été peint au même moment pratiquement que la censure qui frappait Galilée et juste avant l'autocensure que s'imposa, paraît-il, Descartes, parti prendre l'air aux Provinces-Unies, et qui d'ailleurs l'a conduit à repousser après sa mort la publication de l'un de ses grands ouvrages scientifiques, Traité du monde et de la lumière, un monde qui était beaucoup trop héliocentrique et une lumière beaucoup trop éclairante pour éviter, disons, la mise à l'index du Saint-Office à l'époque. Tout ça, alors je me suis confortablement installé à côté de Jean, mais entouré de Lénine, de Descartes, de Galilée, Copernic avait été censuré quelques années avant, donc très modestement et très tranquillement installé au milieu de ces petits hommes, je vous dirais simplement que voilà des siècles, on le sait, que des penseurs s'autocensurent ou sont censurés pour énoncer des vérités, des siècles aussi que l'académie, l'université, il arrive à l'académie, à l'université, de produire des contre-vérités, disons, voire même des bêtises qui vont se diffuser suffisamment et suffisamment longtemps pour être répétées par beaucoup de gens, en particulier des esprits jeunes, pourtant vifs et très souvent bien formés. C'est ce qui est à la fois surprenant et décevant, mais suffisamment de temps pour que ces esprits jeunes un temps deviennent eux-mêmes des enseignants, et c'est un peu comme ça que certaines absurdités, je dirais, je ne parle que pour ma discipline, si je peux l'appeler ainsi, je ne parlerai que de l'économie et pas des autres. En tout cas, c'est comme ça qu'un certain nombre d'absurdités en économie s'installent, elles aussi, tout à fait tranquillement et modestement, et durent longtemps dans les institutions du savoir. Alors, sans vous raconter ma vie, ni faire le géo qui perd son bronzage sur le retour, je vous dirais simplement qu'il m'a été, dans ce périple qu'a ramassé en quelques mots Jean, il m'a été donné de rencontrer des économistes de pays socialistes, disons, enfin mieux, de pays communistes, même si on est encore très loin du communisme dans ces pays, mais disons, on va les appeler pays communistes, parce qu'en France aujourd'hui, tout le monde sait,
à peu près tout le monde sait que socialiste veut dire de droite, donc il vaut mieux appeler un chat, disons. D'ailleurs, Michel Onfray, qui a quelques admirateurs ici, a dit avant-hier soir à la télé, peut-être que vous l'avez écouté, « Je ne suis pas marxiste, je ne suis pas communiste, je suis socialiste. » Alors, un Nietzschéen socialiste, de droite en fait, mais voilà, ça existe, on arrive dans cette période de l'histoire où presque toutes les combinaisons sont possibles. Enfin, je veux juste vous dire qu'il m'a été donné cette joie que de pouvoir, dans ma vie, dialoguer avec des économistes de pays dont les peuples et les gouvernements avaient décidé de ne plus vivre à genoux, mais debout. Alors, je voulais commencer par ça, en vous disant, par exemple, un jour, un ministre de l'agriculture chinois, ça se passait à Hong Kong, que j'ai mis une bonne dizaine de minutes à distinguer de son chauffeur, avec lequel il dînait à table avec nous, tous ensemble, parce qu'en fait, ils étaient habillés pratiquement pareil. Et bon, j'avais trouvé d'ailleurs ça assez formidable que 20 ans après la mort de Mao, ce genre de choses se passe encore en Chine. Bon. Alors, ce ministre m'avait dit, tous les jours de ma vie, je me lève, il y avait un peu d'emphase et tout quand même, c'est un homme politique, hein. Tous les jours de ma vie, il l'a dit bien mieux que moi, en chinois en plus, donc, mais je préfère vous donner une traduction, enfin celle qui m'a été donnée à l'époque par l'anglais. Tous les jours de ma vie, je me lève et je me demande que vais-je pouvoir faire aujourd'hui pour que un peu plus d'1 milliard de mes concitoyens chinois puissent à peu près manger à leur faim. Bon, alors évidemment, j'avais tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas du plus grand révolutionnaire de cette terre. Mais en même temps, cette phrase m'est restée et elle n'était pas, selon moi, que du bluff. Parce qu'il y a cette réalité-là, massive, qui s'impose. La Chine nourrit chaque jour 22% de la population mondiale grâce à 5, 6, moins de 7, c'est sûr, % des terres arables. On n'en a pas discuté à l'époque, mais la question que je me suis posée, c'est le capitalisme réussirait-il cet exploit? Non. Il ne peut pas réussir cet exploit. Enfin, c'est ce que je pense. Alors évidemment, il y a quelques semaines, Michel Aglietta, éminent économiste, marqué à l'école de la régulation, enfin, dans sa jeunesse, même à l'époque inspiré un peu du marxisme, est venu ici et vous a dit que la Chine, c'est le capitalisme. En gros, non? Enfin, il a dû le nuancer beaucoup plus, mais en gros, le message, c'est ça. Il me semble que ce n'est pas aussi simple. Voilà. Et il me semble même, indiscutablement, il y a des éléments de capitalisme en Chine aujourd'hui, c'est absolument évident. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça, il y a autre chose, et c'est peut-être cette autre chose qui permet que ça marche si bien. Bon. Voilà. Je ne suis pas là venu pour parler de la Chine. Un autre jour, j'étais à Hanoï et j'avais rendez-vous avec l'assistant d'un directeur d'institut de recherche sur la planification, un jeune mathématicien très brillant qui avait eu un doctorat en Australie et qui tardait à venir. Il est même arrivé avec plus de 2h30 de retard et essoufflé, il m'a dit « Je suis absolument désolé, j'ai reçu ce matin un coup de fil d'un ministre,
un Vietnamien, ce coup-ci, c'est pas le même, hein, et pas partout quand même. Il m'a demandé de lui formuler des propositions pour résoudre un certain nombre des problèmes d'approvisionnement des tomates à Hanoï. Alors, moi, j'avais été absolument ravi, évidemment, je l'avais attendu. Bon, comme on est heureux quand on attend 2h30 quelqu'un, mais je m'étais dit, c'est absolument formidable qu'un gars aussi brillant, mathématicien, consacre une partie de son énergie, de son temps, à réfléchir à des questions aussi importantes et concrètes que ça, l'approvisionnement en tomates de la capitale. Ça ne lui avait pas empêché d'ailleurs de discuter plusieurs heures après de théories, marxistes ou non marxistes. Mais en fait, bon, j'avais trouvé ça assez magnifique qu'un type comme ça fasse ça. Un autre jour, j'ai dit que je ne racontais pas ma vie, mais c'est un peu ma vie quand même, à la Havane, encore loin, très loin du Nord, où j'ai cette chance, cet honneur même, quelques mois seulement après avoir décidé, avoir choisi d'arrêter de travailler pour l'OCDE et de faire du consulting pour la Banque mondiale, voilà que la chance, que l'honneur m'est donné de rencontrer quelques-uns des membres des équipes d'économistes qui ont pensé, qui ont conçu, qui ont appliqué les mesures de politique économique permettant à la révolution cubaine de survivre, de continuer même en restant debout, à avancer malgré la chute, comme vous le savez, des échanges avec l'Union soviétique et malgré la fin de l'Union soviétique elle-même. Et chaque fois que je les quittais, chaque fois que nos rencontres se terminaient, je me disais, ces gens-là, ces talents-là qui ont choisi de rester à Cuba, payés comme on peut être à Cuba, qui reçoivent des offres, des promesses surenchères de plus dollariser les unes que les autres, d'universités états-uniennes pour partir, pour quitter Cuba. Ils restent avec la Révolution et je me disais systématiquement, ce sont ces talents-là, hommes ou femmes, qui mériteraient vraiment de recevoir le prix Nobel. Pour cette raison tout à fait simple, c'est que, à ma connaissance, pas un enfant cubain n'est mort de faim, de maladie, de misère, malgré le blocus états-unien, le plus long blocus états-unien de toute l'histoire. Et un blocus qui a été accru après la chute de l'Union soviétique, y compris sous un gouvernement démocrate. Alors, évidemment, certains doivent se dire, celui-là, il est bien mal parti. Il devait nous parler de théorie économique et il est en train de nous raconter ses rencontres avec des gars qui s'occupaient de cajots de tomates et tout ça. Bon, l'affaire est mal barrée. Il y en a peut-être même qui se disent, celui-là, un pas de plus et il va nous faire l'éloge de Pyongyang et de la Corée du Nord. Bon, je sais que je vais décevoir certains, mais je n'y suis pas allé. Alors, soyez patients. Non, clairement, j'arrête de parler des économistes chinois, des économistes vietnamiens, des économistes cubains, même si j'espère un jour leur consacrer un livre pour leur rendre hommage à tous ces génies dont on ne connaît même pas le nom. Mais finalement, il arrive aux économistes communistes de pays communistes ce qu'il arrive à presque tous les gens, à presque tous les économistes du Sud et de l'Est. Pourrait-on spontanément citer 1, 2, 3 économistes, grands économistes connus chinois? Bon, c'est jamais qu'1,35 milliard, et encore, probablement que ça a déjà augmenté entre le début et la fin de ma phrase. Mais
Est-ce qu'on peut en citer un, deux, trois? Est-ce qu'on peut citer un économiste, disons, indien, à part Amartya Sen, qui passe en gros sa vie entre Cambridge Trinity College et Cambridge MIT? Peut-on citer un économiste brésilien de renom, très connu, spontanément comme ça, même quelques-uns? Peut-on citer un économiste sud-africain, africain, tout noir de peau? On peut en citer un, il en vient un comme ça? Non. Est-ce qu'on peut citer une économiste femme? C'est quand même un peu plus de la moitié de l'humanité. On devrait trouver quand même bonheur là-dedans. On n'y arrive pas. Peut-être quand même qu'on va citer Elinor Ostrom, qui est quand même une prix Nobel. Bon, elle n'est pas vraiment économiste, mais c'est pas grave, on lui a quand même donné le prix Nobel d'économie. Bon. On aurait pu le donner à son mari aussi, d'ailleurs. Hein. Bon, à Vincent, mais un autre Californien. Mais bon. On pense quand même à Joanne Robinson, qui est certainement, enfin, de mon point de vue, la plus rebelle des keynésiens, la plus géniale peut-être aussi, mais contre laquelle on a quand même envoyé Amartya Sen, que je viens de citer, qui est pourtant le plus atypique de tous les économistes du mainstream. Il a eu le prix Nobel, évidemment, mais bon, il est d'origine indienne, il n'est pas tout à fait blanc, même presque noir. Il est considéré comme plutôt hors mainstream, mais on ne sait pas trop, à la marge, on va dire, enfin, dedans ou dehors. En général, on dit qu'il est dehors. Évidemment qu'il est dedans. Mais bon, c'est lui qu'on a envoyé. Lui a fait sa thèse avec Joanne Robinson. Et qu'est-ce qu'il a trouvé à dire? C'est probablement la seule femme vraiment connue en économie. Dans son discours de réception du prix Nobel, il l'a allumé. Bon, on n'aime pas toujours son directeur de thèse, c'est normal, ça se comprend. Mais quand même, un discours de réception de prix Nobel. Alors, il a dit d'elle, que je ne me déforme pas exactement, je vais citer exactement. Il a dit d'elle, je retrouve plus, peu importe. Il a dit, elle était totalement brillante, mais totalement intolérante, violemment intolérante. C'est ça qu'il a trouvé à dire. Vigoureusement intolérante. Bon, alors, évidemment, moi, ce qui me vient, c'est que dans une discipline où il ne doit pas y avoir d'économistes de pays communistes, il ne doit pas y avoir d'économistes femmes, il ne doit pas y avoir d'économistes noirs, il ne doit pas y avoir d'économistes jaunes, pas d'économistes rouges, j'ai quand même, moi, l'impression que ce n'est pas tant Joanne Robinson qui est vigoureusement intolérante, mais plutôt la discipline des sciences économiques elle-même. Mais bon, ce n'est pas ça qui lui est venu quand on lui a donné le prix Nobel. Ce clash, en fait, entre lui et elle, si je puis dire, pourrait suffire à lui seul à indiquer qu'il y a de gros problèmes, de très gros problèmes en économie, qui est une discipline très disciplinée, trop disciplinée. C'est pas n'importe quelle discipline non plus. C'est une discipline qui roule des mécaniques. Elle est tout en haut quand même. Hein. C'est une discipline qui se prend pour une dure, qui se prend pour une science dure. C'est une discipline qui traite la plupart de ses collègues des sciences humaines, des sciences sociales, de haut, disons, qui osent leur donner des leçons de méthode, des leçons de rigueur, des leçons de mathématiques, à la sociologie, à l'histoire, au droit, à la science politique, à la philosophie, évidemment, à la psychologie aussi, à la géographie, à tout le monde, à nous toutes et à tous. Alors, moi, je ne suis pas venu ici, avec ce livre, vous dire les mensonges, les censures, les autocensures, les tourments des économistes des pays en transition socialiste, disons, avec des partis communistes qui continuent à diriger. Moi, je suis venu vous parler des économistes
à nous, de nos pays capitalistes à nous, pour vous dire la censure et l'autocensure qui sont imposées par ce que j'ai choisi d'appeler le néoclassicisme, à toutes celles et à tous ceux qui pensent que notre monde pourrait être un peu, ne serait-ce qu'un peu meilleur. Vous dire les absurdités théoriques que produit ce mainstream, vous dire aussi et surtout les dégâts considérables que l'application ou des recommandations de politique économique dérivées de ces théories mainstream produisent dans la vie des gens, dans la vie réelle des gens, et vous dire finalement que, à bien regarder ce tableau de Rembrandt, je me dis que ma belle discipline continue un peu de fonctionner comme la science fonctionnait à l'époque, c'est-à-dire une science pressionnée, une science pensant sous la pression de l'Inquisition, du tribunal de l'Inquisition et de l'index des livres interdits. Évidemment, ce n'est pas la seule. Confère l'affaire d'Elga, ce qui est devenu maintenant l'affaire d'Elga, mais peut-être qu'en histoire, le refus de commander des livres d'histoire des éditions d'Elga à la bibliothèque de la Sorbonne, une université où, en fait, je m'en rends compte, j'enseigne depuis presque 25 ans, quoi. Bon, dans mon université, il se produit ça. Alors, comme Émeric est là, peut-être qu'il en dira un mot tout à l'heure, et puis en plus, Annie Lacroix-Ris sera à ma place dans une semaine, et je pense qu'elle en dira aussi un mot. Donc, on laisse ça pour la discussion. Bon. Ce que je dirais donc, en bref, et en continuant à tourner autour du livre, c'est qu'en économie, il n'y a pas de pluralisme. En économie, les postes et les promotions sont drainés par l'orthodoxie. En économie, l'idéologie est omniprésente, et elle est même présente, peut-être même et surtout présente, dans les équations des modèles mathématiques, et encore plus évidemment dans les tests, les spécifications testées empiriquement par les économètres. Le fond de mon message, il est simple. Il y a une voie de sortie du mainstream. Selon moi, il doit être pratiqué par un sentier restant, par un pont qui reste scientifique, qui doit mener, selon moi, du mainstream néoclassique vers l'hétérodoxie, et selon moi, troisième couche, l'hétérodoxie marxiste. Mais en attendant, j'ai quand même tenu à faire ce livre pour dire aussi que, à ce qu'il me semble, les sciences économiques sont en train de converger très sûrement, mais assez peu sympathiquement, vers la pensée zéro, et ce, au moment où le capitalisme est définitivement, je dirais, entré en crise structurelle, crise systémique, crise qui ne trouvera pas de solution interne, car ces contradictions sont désormais trop profondes, trop complexes, trop insurmontables. C'est donc, à mon avis, une crise qui annonce l'entrée dans un processus lent, long, lourd de danger, d'effondrement de la phase actuelle de ce système. Alors, ce courant néoclassique, qui est le courant hégémonique, qui est le courant que j'ai appelé, disons, néoclassicisme, avec un peu de moquerie, bien sûr, c'est en fait un ensemble d'écoles qui considèrent que tous les phénomènes économiques et sociaux, tous les phénomènes tout court, je dirais, humains, tous, je ne connais pas d'exception,
doivent être interprétés, c'est pas seulement peuvent être interprétés, c'est doivent être interprétés dans la discipline économique à partir des comportements individuels, des agents individuels. Et seulement à partir d'eux. Et des comportements individuels qui sont supposés libres, qui sont supposés rationnels, qui sont supposés non stratégiques, disons non malhonnêtes, si vous voulez, pour aller vite, opérant par des mécanismes concurrentiels de marché, et, in fine, qui sont censés amener à l'harmonie de la société capitaliste, pour le dire clairement. Alors, évidemment, le néoclassicisme a totalement oublié que la discipline est elle-même un sous-produit, un produit fatal, comme on dit en comptabilité nationale, de l'histoire du capitalisme. L'économie est née comme un sous-produit du capitalisme. Mais, disons, ce courant, il est très probable qu'il finisse, j'espère bientôt, mais bon, j'ai quand même des doutes, par être balayé. La quantité d'absurdité accumulée peut atteindre maintenant une masse critique qui ferait qu'on en sortirait de plus en plus fréquemment. Mais le risque est quand même, il est assez probable aussi que sa domination, son hégémonie, tienne encore quelque temps. C'est pour ça, à mon avis, qu'il faut en parler, même si c'est vraiment pas drôle. Et je serai le premier à le confirmer quand vous me le direz à la fin de cette séance. Mais je crois qu'il faut en parler. Il faut connaître au moins un peu, ces théories. D'abord parce que le débat théorique est absolument fondamental, mais qu'il a été très largement délaissé par la gauche en général, au point que le néoclassicisme est en mesure, disons, d'occuper tout le terrain du débat théorique. Jusqu'à même, tout en dégénérant, comme je le dis, il en vient lui-même à pouvoir générer sa propre critique et à l'intégrer même comme une composante fondamentale de son unité et de son unicité, puisqu'en fait, il revendique la scientificité pour lui seul. Alors, il faut le faire, à mon avis aussi, il faut passer un peu de temps sur la théorie économique dominante, parce qu'elle est à l'origine de toute une série d'argumentations qui sont relayées, bien sûr, massivement par les médias dominants, et que la plupart des gens subissent sans toujours pouvoir trouver à y répondre, sans, disons, être en mesure de les contrer, disons, ces argumentations. Au point même que bien souvent, y compris très largement dans les formations partisanes ou syndicales de gauche, on en vient à utiliser, parfois sans le savoir, des concepts, des raisonnements, des méthodologies, des données qui ont été forgées par le mainstream, le néoclassicisme, et qui sont porteurs de son idéologie, qui est une idéologie au rôle antisocial tout à fait, je peux presque dire, déclaré. Pourquoi faut-il y consacrer un peu de temps aussi? Parce que un certain nombre de ces approches théoriques viennent appuyer des politiques qui ont des effets directs, dévastateurs sur la vie des gens, et qui peuvent même les tuer, qui les tuent en réalité. Et c'est pour ça que je compare dès le début la responsabilité, le refus d'assumer sa responsabilité, mais je dirais, pour aller vite, la responsabilité de l'économiste à celle d'un pilote de drone de combat. On n'est pas tout à fait dans la responsabilité d'un docteur en médecine quand on est docteur en économie. Surtout quand on travaille pour des institutions nationales ou internationales chargées de mettre en place des politiques qui sont celles que l'on connaît, celles du néolibéralisme, celles que
fraction dominante du capital, le capital financier, la finance, comme on dit, impose aujourd'hui au monde entier. Alors, je vais en venir maintenant au cœur de, après cette petite introduction, à la mesure de la présentation de Jean. J'en viendrai au cœur du livre, à ce qui justifie la virulence et la nécessité des attaques contre le néoclassicisme. Il y a des problèmes dans les modèles du mainstream néoclassique. Il y a des problèmes théoriques nombreux, graves, pour certains absolument fondamentaux, c'est-à-dire en fait destructeurs, et pour aller vraiment très très vite et pour n'en toucher que quelques-uns, je les ramasserai, je dirais, à trois niveaux. Premier niveau, à l'intérieur même du mainstream, des problèmes à l'articulation entre microéconomie et macroéconomie. Deuxième niveau, ou deuxième point plutôt, ce sont des points d'articulation. Les problèmes se localisent au point d'articulation plutôt. L'articulation entre économie et politique. Et troisième point, l'articulation entre économie néoclassique et, si Jean me le permet, philosophie éthique qui fonde cette économie. Si les néoclassiques n'avaient pas tout le pouvoir aujourd'hui, c'est-à-dire presque tous les postes de profs, presque tous les budgets, presque tout dans les programmes, presque toutes les revues qui comptent, si leur lien n'était pas aussi fort et étroit avec les pouvoirs politiques, avec les institutions internationales, avec les puissances de l'argent qui les commandent, il est absolument certain que l'évidence jaillirait immédiatement. Le néoclassicisme est ascientifique. Le néoclassicisme est une escroquerie. Mais le rapport de force est tellement déséquilibré qu'on n'en est pas encore là, à pouvoir formuler l'évidence. Beaucoup, y compris dans le mainstream, en sont parfaitement conscients. Beaucoup. Surtout les jeunes, mais quand même pas mal aussi de moins jeunes. J'en reviens à ces trois points, si vous permettez. D'abord, l'articulation entre le niveau macroéconomique, c'est-à-dire celui qui s'intéresse aux grandeurs agrégées, on va dire, comme la production nationale, l'investissement des entreprises, la consommation des ménages, la masse monétaire d'un pays, c'est ça la macro, et le niveau microéconomique qui est en fait ce qui est censé fonder scientifiquement, entre guillemets, la macroéconomie, avec un cœur qui est la théorie de l'équilibre général, ou plutôt la formulation par Kenneth Arrow et Gérard Debreu de la théorie walrasienne, de l'équilibre des marchés, qui met en évidence l'existence d'un équilibre de marché concurrentiel, d'un équilibre général de marché concurrentiel, et qui est lui-même fondé, individualisme méthodologique oblige, sur les comportements des agents individuels, lesquels sont censés poursuivre leur intérêt personnel et, grâce à l'utilisation massive des mathématiques, maximiser des fonctions, par exemple, d'utilité ou de profit. Alors, c'est là, à ce point d'articulation entre la microéconomie, qui est de loin le point fort du mainstream, du néoclassicisme, et la macroéconomie, qui est, qui n'est pas du tout de jugement de valeur, évidemment, mais qui est très, j'allais dire, plus importante. Non, mais qui est
aussi très importante parce que, concrètement, quand on doit prendre des décisions de politique économique, c'est quand même très souvent au niveau macro qu'on raisonne. Donc il faut des modèles tout à fait crédibles, il faut faire des prévisions qui soient fondées. Donc c'est tout à fait important, ce niveau macro est tout à fait important. Mais ce n'est pas du tout là. En général, c'est de la macro très proche de la comptabilité nationale, voire, enfin, on va dire, très inspirée du keynésianisme à la papa, ces gros modèles de prévision. Hein. Mais les forces vraiment du néoclassicisme sont dans la microéconomie, autour de ce que j'ai appelé la théorie Arraud-Debreu de la version du modèle walrasien. Là, à l'articulation entre les deux, micro et macro, il y a des problèmes très graves. Par exemple, le fait que l'on ne puisse pas dériver des comportements des agents individuels des lois générales qui ont une portée très large. Ça, c'est pas possible. C'est pas possible mathématiquement. Ce sont des choses, disons, absolument connues. Ce sont des choses mathématiquement robustes, prouvées. Ce sont des choses non réfutées. Ce que je suis en train de vous dire, c'est pas de la provocation. Tous les néoclassiques sérieux savent ça. Mais le néoclassicisme disons, domine tellement qu'il s'assoit dessus. Il a la force de s'asseoir dessus, sans que l'hétérodoxie lui réponde suffisamment fort, disons. Donc il y a d'abord un problème d'impossibilité de, disons, déterminer des lois générales à partir dérivées du comportement des agents en termes d'offres et de demandes. Il y a aussi, c'est encore plus grave pour celui qui veut faire de l'économie appliquée, il y a une impossibilité à agréger la multitude en une entité unique, composite. Impossibilité d'agréger des agents, impossibilité en un agent unique, par exemple, impossibilité mathématique d'agréger des biens, impossibilité d'agréger des capitaux pour en définir d'un point de vue néoclassique un capital agrégé, ce que les néoclassiques font tous les jours pourtant. Hein. Mais mathématiquement, ce n'est pas possible. Il y a même une impossibilité à énoncer quoi que ce soit en termes de recommandations de politique économique sans avoir très précisément défini les règles du jeu s'appliquant aux agents en amont. Donc, on est assez mal, disons. Mais, alors vous allez me dire, bon, si il nous venait cette folie plutôt ce sursaut de raison, pardon, que de vouloir faire une redistribution réelle des richesses dans la société, de force, par une révolution, par une réforme même, mais une vraie redistribution des richesses. Eh bien, il se trouve qu'on a même un théorème d'impossibilité, dû à Arraud, qui nous empêcherait de nous appuyer sur l'autorité de la science économique si nous voulions redistribuer aux 99% ce que le 1% de plus riche ne veut pas partager de plein gré. Alors, c'est dire si c'est verrouillé. C'est dire si c'est verrouillé. Piketty intervient évidemment dans ce débat. Hein. Il arrive sachant ça. Deuxième point. Articulation entre économie et politique, en aval, si vous voulez. Évidemment, il n'y a pas d'équivalence entre économie néoclassique et politique néolibérale. Mais il y a des correspondances, il y a des complicités, il y a des collaborations. Parce que le fait est que, dans l'immense majorité des modèles du néoclassicisme, ce sont des politiques néolibérales qui sont proposées. C'est un fait.
Ça ne veut pas dire qu'autre chose n'est pas possible. Encore que s'avancer dans ce terrain-là est compliqué. Mais si vous voulez, dans la discussion, on y reviendra. Je ne veux pas y perdre du temps, parce que c'est une impasse. Donc je préfère en sortir tout de suite. Mais ça ne veut pas dire que la discussion dans l'impasse est inintéressante. On pourrait y revenir. En gros, la question c'est, peut-on formuler des politiques, entre guillemets, de gauche à l'intérieur du néoclassicisme? Ma réponse est non. Mais peu importe, on peut revenir en arrière. Vous verrez que dans une minute, je vous dirai le contraire. Tranquille. L'important, c'est de, disons, de discuter. Des politiques néolibérales. Évidemment, ça ne veut pas dire que les néoclassiques ne mobilisent pas l'État. Ils ne sont pas stupides. Le néoclassicisme a parfaitement compris l'importance absolument fondamentale de l'État de l'État capitaliste pour la survie du système capitaliste. Mais quand l'État est mobilisé par le néoclassicisme, en général, c'est un État qui est tourné contre les services publics. C'est quand même très fréquent que l'État soit mobilisé. C'est beaucoup plus rare que ce qui soit défendu dans ces modèles, ce soit les services publics. C'est très très rare. Mais quand ça arrive, très généralement, ce sont des services publics qui fonctionnent, d'ailleurs qui ne peuvent pas fonctionner autrement que sur le modèle des marchés. Même si ce sont des modèles macro, on sera obligé de faire croire que dans un modèle à agent unique, la concurrence continue d'opérer. Les mécanismes vertueux, j'allais dire, de la concurrence continuent d'être présents. Donc, on débouche sur quelque chose d'absolument absurde, c'est-à-dire, dans l'immense majorité des cas en macroéconomie aujourd'hui, on a des modèles à agent unique. J'ai dit que ce n'était pas possible, mais c'est pourtant ce qu'on a. C'est-à-dire des modèles d'un holisme, l'holisme de l'individualisme méthodologique qui est le plus extraordinairement stérile et stupide qui soit. Mais on débouche sur ça. Comme on n'arrive pas à traiter... Enfin, on arrive quand même, puisqu'on démontre qu'il y a une existence d'un équilibre général, concurrentiel. Mais comme en général, dans la plupart des modèles, surtout macro, on ne peut pas travailler avec des dynamiques, disons, impliquant un grand nombre d'agents, on le réduit à un agent unique. Le seul sens que ça pourrait avoir, mais vraiment tiré par les cheveux, ce serait dans un débat sur la planification socialiste, éventuellement, c'est-à-dire dans un système économique hyper centralisé, où les processus de décision sont hyper centralisés. Mais même dans ce cas-là, on aurait affaire à une vision très technocratique, très bureaucratique de la planification, ce qui n'est pas tout à fait celle que nous souhaitons, enfin que beaucoup d'entre nous souhaitons, ceux qui souhaitent parler de planification, bien sûr, je ne forcerai pas tout le monde. Enfin, le troisième point, c'est l'articulation entre économie et éthique. Je ne vais pas dire philosophie, parce que tu es à côté de moi quand même, je ne vais pas... Mais, ni même philosophie morale. On va dire critères éthiques de jugement. Là, on va voir qu'il y a des problèmes aussi pour le néoclassicisme. Néoclassicisme entendu au sens large, qui peut aller même jusqu'à incorporer certains Autrichiens. Là, on voit, par exemple, un Milton Friedman, qui est un auteur très connu pour avoir justifié, pour avoir appuyé des politiques, des positions néolibérales, maintenant depuis un bon bout de temps, ça fait presque un demi-siècle qu'on a ça sur le dos. Donc on va voir un Milton Friedman déclarer qu'il est libéral, qu'il est un libéral, qu'il s'inscrit dans la continuité de l'histoire du libéralisme, qu'il est l'héritier d'un Smith ou d'un Turgot avant. C'est-à-dire qu'il partagerait plutôt
comme naturellement, avec ces auteurs, le critère de liberté comme critère de jugement ultime de la pertinence d'une institution sociale. Alors évidemment, c'est assez problématique, parce que ni le droit naturel de Turgot, ni l'utilitarisme de Smith, mais on pourrait déborder largement, on pourrait aller vers Condorcet, Jefferson et d'autres, du côté du droit naturel, et remonter à Hume, et ensuite descendre vers Bentham pour ce qui est des utilitaristes. Jamais ces auteurs, de courants pourtant très nettement distincts, n'ont revendiqué, n'ont élevé, disons, la liberté individuelle au rang de critère de jugement éthique. Ça, c'est là qu'on voit le travail de dissimulation, des ruptures que les nouveaux libéraux, néolibéraux, ultralibéraux, peu importe, vous appelez-les comme vous voulez, mais les nouveaux libéraux, je dirais, ont opéré par rapport aux anciens, aux classiques, de manière tout à fait nécessaire, de manière même indispensable. Sur ces sujets, s'il y a un lien entre les nouveaux libéraux et d'anciens libéraux, ce n'est pas le droit naturel ou l'utilitarisme qu'il faut attacher ici, mais plutôt des auteurs comme Frédéric Bastiat, Jean-Baptiste Say, des auteurs soit totalement atypiques dans le courant classique, dans les courants classiques, soit clairement hors classique, déjà ultralibéraux, déjà à leur époque ultralibéraux. Et ce n'est pas du tout étonnant que lorsque quelqu'un comme Friedman ou quelqu'un comme Hayek formule une recommandation de politique économique, on arrive à des choses totalement imprécises, totalement ambiguës, voire même complètement contradictoires. Parce que, en amont, il y a cette vacillation autour du critère éthique, lequel, si on ne peut pas imposer dans tel ou tel cas, en matière d'éducation par exemple, quel système éducatif, on n'arrive pas à imposer ce critère ultime de jugement qu'est la liberté de l'individu, alors il faut bien se replier sur un autre critère. Alors tantôt ce sera la conformité à la justice, c'est-à-dire typiquement celui mobilisé par les théoriciens, certains théoriciens du droit naturel, d'autres, ou alors par le critère utilitariste assez standard du plus grand bonheur du plus grand nombre. On a toujours cette hésitation. Et ces ambivalences, évidemment, déteignent, contaminent les politiques économiques formulées. Donc, on a des suggestions d'intervention étatique totalement farfelues, mais totalement farfelues. Friedman veut privatiser totalement l'environnement, mais par contre, il faut une monnaie publique. Hayek, qui veut, lui, une monnaie complètement privée, mais par contre, il faut des grands travaux. Bon, ok, on est... Bah alors, Hayek keynésien, voilà, oui, on est complètement dans l'absurde. Hein, parce que c'est instable, parce que dans les mathématiques, ça ne va pas, dans l'articulation à la politique, ça ne va pas du tout, et ça ne va pas non plus en amont dans l'ancrage du néoclassicisme dans la philosophie politique et morale, si vous voulez, pour aller vraiment là... dans la modestie, hein, à la masse. Je vais vite. En fait, qu'est-ce qu'on a de commun à tout ça? On a une opposition à une société de justice sociale, tout simplement. On a ce que André Tozzel appellerait le retour du pire de Nietzsche. On a cette condamnation de ce que Nietzsche appelle le ressentiment des faibles. Face à ces problèmes, le néoclassicisme présente ces ruptures qu'il a imposé par rapport aux auteurs classiques comme des continuités. L'objectif étant évidemment de paraître dans un continuum d'apologie du capitalisme, en continuité avec les grands théoriciens classiques. Et ces ruptures
c'est pas n'importe quoi. Ce sont des ruptures qui ont opéré dans la méthode, dans la théorie, dans les concepts. D'abord, il fallait rompre, il fallait que ces nouveaux libéraux rompent avec le concept classique d'équilibre. Et ça, pour fermer l'accès à l'analyse des cycles qui peut mener à l'analyse des crises. Il fallait aussi rompre avec une vision socio-historique un peu trop dangereuse parce qu'elle ouvre cette fois-ci l'accès à une analyse en termes de classe sociale, en termes de tendance longue, qui est typiquement l'analyse de tous les auteurs classiques. Tous. Il fallait rompre aussi, évidemment, avec la théorie de la valeur, parce que la valeur travaille, parce que c'est elle qui permet de donner accès à la théorie de l'exploitation. Donc il fallait aussi condamner cette voie et ancrer la valeur sur l'utilité pour ainsi permettre de rabattre toute la réalité sociale sur une collection d'homo economicus, domines economici. Et même quand on est un peu fatigué, c'est-à-dire quand on n'a pas envie de passer l'après-midi à faire des mathématiques, eh ben on rabat ça sur l'économie de Robinson Crusoe. Bon, il n'a pas son esclave vendredi, il n'a même pas son chien Taine de Michel Tournier. Vous vous souvenez du nom du chien? Il s'appelait Taine, avec 2 N. Il n'a plus rien, il est tout seul. Mais il est à la fois capitaliste et ouvrier, patron et travailleur. Exactement, finalement, comme le voyait l'un des auteurs les plus pauvres du XIXe siècle, Bastiat. C'est comme ça qu'il définit le... C'est parti de là, finalement. C'est parti de ces courants, j'allais dire pourris, quand même, il faut les respecter aussi. Ils sont là, ils sont sur l'arbre, ce sont des branches de notre arbre de la discipline. Bon, c'est pas que des branches pourries, mais disons, c'est quand même assez pauvre. Hein ? C'est quand même assez pauvre. Le but du jeu, c'était quoi? C'était évidemment de débarrasser l'économie politique de son qualificatif, de sa politique. C'était de substituer politique par un qualificatif autrement plus prestigieux. C'est devenu l'économie pure. Entre les deux, Walras appelait ça l'économie politique pure. Mais en clair, on est passé de l'économie politique à Walras, économie politique pure, et puis après, il n'y avait plus de politique. C'est devenu l'économie pure. On est dedans maintenant. En fait, il fallait ça pour que l'économie paraisse science. Mais on en est loin. En fait, au fond, il fallait ça pour oublier Marx. C'est Marx le coupable. C'est lui qui a obligé les néoclassiques à introduire ces ruptures dans l'œuvre des classiques, à tous les niveaux, parce que ça prenait l'eau. Alors il était attaqué par d'autres écoles, évidemment. Il n'y a pas eu que... Il y a l'école historique allemande, il y a eu... Mais enfin, les marginalistes ont été parmi les plus... les marginalistes qui ont peu à peu amené l'économie du néoclassicisme, ce sont eux qui ont porté les coups les plus durs. Oublier Marx, ça veut dire oublier la lutte de classe, oublier les résistances. C'est le titre du livre de Jean. Alors, encore un peu de temps, vous en avez peut-être marre, hein, mais si tu me donnes encore un peu de temps. C'est pour ça qu'on comprend. Alors, Jean en a parlé un peu, mais vous voyez le truc. Qu'est-ce qu'il est allé parler de Jean-Baptiste Say et tout ça? Il n'y a rien à tirer de ça. Marx a même résumé, il l'a traité de plein de sobriquets, c'est assez drôle d'ailleurs, mais à une page dans les théories sur la plus-value, il a ramassé sa pensée en disant « cette merde de Say ». Bon, c'était vraiment le truc, là, il y est allé net et c'était réglé. Pourquoi avoir perdu 10 ou 15 pages sur Say? Parce que c'est un auteur, je pense, absolument fondamental. C'est précisément pour ça
pour tout ce que je vous ai raconté, que un auteur comme Jean-Baptiste Say a été aussi important pour les nouveaux libéraux, mais surtout pour le néoclassicisme, pour les théoriciens néoclassiques. Parce qu'avec Say, qui est quand même encore un classique, mais déjà plus vraiment, il est presque un pré-néoclassique, mais alors là, presque un siècle avant, vous voyez, c'est un auteur pionnier. Il était tout à fait utile parce qu'il y a sa loi, bien sûr, la loi des débouchés, et toutes les inepties qui vont avec. C'est un truc que les économistes ont traîné massivement. Ce n'est pas quelques-uns qui étaient... Presque tous ont traîné la loi de Say, la loi des débouchés de Say, jusqu'à Keynes, en fait. Et même, et il ne faut pas le répéter, il y en a encore un bon paquet qui l'utilisent dans leur modèle. Hein, l'offre crée sa propre demande. Une production qui arrive sur le marché crée automatiquement sa demande, donc il ne peut pas y avoir de déséquilibre, c'est-à-dire en fait, au fond, de crise. Évidemment, Say n'a jamais nié l'existence des crises. Il n'était pas stupide, il a même fait faillite. Enfin, on m'a dit que non, un spécialiste et tout, en fait, il n'a pas fait faillite, mais enfin, clairement, son père a fait faillite pendant la Révolution. Bon. Mais c'est un auteur fantastique pour nos économistes du néoclassicisme actuel, Jean-Baptiste Say. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est si populaire. Il est populaire en grande partie parce que Ricardo, Mystère et Boule de Gomme, a appuyé la validité, à ses yeux, de la loi de Say. Mais Say est resté dans l'histoire de la pensée beaucoup plus longtemps que McCulloch, que beaucoup d'autres disciples de Ricardo, parce qu'en fait, il avait tout pour plaire aux néoclassiques. Il a liquidé la théorie de la valeur travail, il a adopté la théorie de la valeur utilité, il a introduit une confusion extraordinaire dans la définition du capital, c'est-à-dire tout et son contraire pouvait l'être, de l'argent, tout ce que vous voulez, des choses matérielles, bon, même des qualifications, bon. Et surtout, il a rejeté l'idée même de crise. Ça, c'était fantastique, c'est ça qu'il fallait. Après Marx, qu'est-ce que vous voulez de mieux qu'une loi qui interdit, je vais dire, mathématiquement, la possibilité de surgissement d'une crise? Il fallait Say. Alors, il y en a quelques pages sur lui. Vous allez dire, quand même, il a été vraiment odieux, surtout les gens qui vont regarder ça par Internet et qui vont dire, c'est pas des spécialistes de Say et tout. Mais dans cette affaire, je m'adresse vraiment particulièrement à eux, dans cette affaire, vous lisez le livre, je considère Say comme extraordinairement plus progressiste que l'immense majorité de nos néoclassiques actuels. Say, c'est un homme des Lumières. Say a été toute sa vie anti-esclavagiste, toute sa vie. Il a pris des risques pour ça même. Évidemment, c'était un anti-esclavagisme très proche du philanthropisme financier des Britanniques, enfin bon, de ce qui a motivé l'abolition du trafic et ensuite l'abolition même de l'esclavage par les Anglais. C'était quand même très intéressé aux bénéfices de la bourgeoisie, bien sûr, mais c'était quand même un homme des Lumières, anti-esclavagiste. Il a même été, avec des pas en avant et quelques pas en arrière, presque anticolonialiste. Quand ça a commencé à chauffer un peu pour lui, c'est-à-dire en gros quand la France est arrivée en Algérie, il a dit « Ah oui, finalement, à bien y réfléchir, une petite colonie pas très loin d'ici, ça peut présenter des avantages. » Bon, c'est quand même bien passé cette affaire. Mais quand même, il a pris longtemps des positions quasi anticolonialiste. Pour l'époque, c'est fantastique. Donc, ce n'est pas un affreux réactionnaire. Enfin, évidemment, ce qu'il racontait sur la nécessité d'exploiter les ouvriers parce que c'est des gros feignants, il faut leur donner en gros des coups de pied au cul parce que la seule chose qu'ils veulent, c'est rien faire et tout ça. C'est le dirigeant d'entreprise rêvé, disons, pour les capitalistes. Mais il a quand même toutes ces lumières avec lui. Lisez, j'y consacre quelques pages aussi, Robert Barrault, il va avoir le prix Nobel. Le titre est Robert Barrault ou la réaction à l'état chimiquement pur, inspiré de Miguel. La réaction à l'état chimiquement pur, ça va lui valoir
un prix Nobel. S'il n'y a pas de prix Nobel pour Robert Barrow, il faut une pétition, c'est clair. Il est contre les médicaments gratuits pour les Africains malades du sida. Il est contre les critiques accablant Pinochet. Comme il dit, de tous ces méchants qui le critiquent, ce n'est dû qu'à une seule chose. Jamais personne n'a fait autant dans l'histoire pour démontrer la supériorité du capitalisme sur le socialisme. C'est pour ça que tant de gens disent des méchancetés totalement injustifiées sur Pinochet. Il y a trop de démocratie en Colombie. Il a écrit ça du temps d'Uribe, hein, pas de Santos, qui est... Bon, enfin, il y aurait presque une conférence à organiser sur le thème. Mais il y a trop... Le problème de la Colombie, c'est qu'il y a trop de démocratie. Trop de résistance. Les vertus de la guerre impérialiste. On ne distingue pas dans le fracas des cris et des bombes les vertus de la mission des États-Unis en Irak. Lisez-le, c'est, mais ça n'a rien à voir. Vous lisez c'est à côté, il n'y a pas photo. Il y a un homme des Lumières et un homme des cavernes actuel, l'obscurité, les ténèbres actuelles. Alors, je ne suis pas en train de raconter et de m'exciter d'un coup tout seul dans les 5 dernières minutes le sprint final. Je suis en train de vous dire qu'il y a d'extraordinaires contradictions entre eux. Des autres, ils ne sont pas tous aussi réactifs que ça, évidemment. Quelqu'un comme Kenneth Arrow, quelqu'un comme Robert Solow, quelqu'un comme Paul-Anthony Samuelson, même, sont plutôt des progressistes. Ce sont des gens même à qui il est arrivé de pouvoir prononcer le mot de socialisme, c'est-à-dire accepter l'idée de perdre quelques minutes de leur vie à parler dans un débat scientifique du socialisme. C'est ça que j'appelle vraiment définition minimaliste des progressistes. Mais même parmi eux, les choses sont très différentes. Stiglitz n'est pas Krugman, qui n'est pas Akerlof, qui est marié à la nouvelle présidente du système de banque fédérale aux États-Unis. Je sais pas, de gauche. Qui n'est pas Aguillon, Philippe Aguillon, qui vient de pressionner fortement, d'après ce qu'on a pu lire, ici et là, et entendre, l'Élysée pour éviter la scission de la création d'une nouvelle section du Conseil national des universités permettant à une économie non issue ou non maintenue, écrasée sous le joug du néoclassicisme de travailler. Mais il est quand même le fils de Raymond Aguillon. Vous savez qui est Raymond Aguillon, l'un des plus grands héroïques militants du Parti communiste algérien, du Parti communiste, pardon, égyptien. Du Parti communiste égyptien, Raymond Aguillon, qui a été un militant toute sa vie et tout, qui n'a rien à voir avec Piketty, dont les parents, dit-on, l'amenaient à Presles, à la fête de lutte ouvrière. Bon. Moi, c'était à côté de chez moi. Si quelqu'un m'a vu là-bas un jour, c'est que c'était à côté de chez moi. J'habitais pas très loin là-bas. Et Presles, c'est super pour pique-niquer et tout, puis c'est sympa. Moi, j'aimais bien. C'était une époque merveilleuse, cette époque-là. Ma jeunesse. Rien à voir. Donc, autant de différences entre ces gens-là, dits de gauche. Alors, on a dit tout à l'heure, les socialistes, ça veut dire de droite. Donc, qu'est-ce que veut dire démocrate aux États-Unis? Bon, à droite, c'est clair. Bon, mais on va dire quand même que ça s'appelle la gauche, ça, en économie, d'accord? Autant de différences entre eux, spectre aussi large qu'entre les auteurs de droite du néoclassicisme. Tirole, qui vient d'avoir le prix Nobel. Gary Becker, grand admirateur de Pinochet lui aussi, il l'a écrit 1000 fois, hein, c'est pas un truc surprenant, il l'a écrit 1000 fois. Barrow lui-même, Friedman, Hayek. Donc évidemment qu'il y a des contradictions très importantes dont il faut avoir conscience et dont il faut aussi savoir tirer parti. Et ces contradictions, elles portent fondamentalement sur l'interventionnisme de l'État, sur le rôle de l'État. Plus ou moins ici ou là, mais quand même le tout dans un esprit bien particulier qui est
la défense du système capitaliste. On va dire tout le monde, absolument tout le monde est pour le capitalisme maintenant, même au Sud, même en Chine, dirait Michel Aglietta. Bon. Donc l'affaire est entendue. Il me semble que non, que l'histoire n'est pas finie et que la grande crise actuelle ouvre la nécessité de reconsidérer un certain nombre d'alternatives, dont celle du socialisme. Mais j'insiste, par-delà toutes ces contradictions, il y a une remarquable homogénéité de méthode et d'esprit du néoclassicisme. Au sein du mainstream, il y a quand même un ensemble, ou le ralliement à un ensemble de méthodes et un certain esprit un certain esprit. Alors, oui, un socle commun, certainement méthodologique, théorique, conceptuel, mais même un état d'esprit. Quelque chose qui a à voir avec toutes ces exclusions dont j'ai parlé, toutes ces censures ou autocensures précédentes. Un certain nombre de sujets fondamentaux, au premier rang desquels la redistribution, évacués par construction. Donc, ça, on le voit, il y a un chapitre sur les institutions, qui est un domaine où la variété, la diversité des travaux néoclassiques est extrême, ou des travaux néo-institutionnalistes. Quand ils travaillent sur les institutions, ils ne s'appellent pas néoclassiques, ils s'appellent néo-institutionnalistes, mais ce sont des néoclassiques quand même. Ou ce sont des auteurs qui ont cet esprit commun, rattachement systématique à la théorie de l'équilibre général comme point central de ralliement du néoclassicisme, importance du rôle de l'État, mais dans le même temps, considération, enfin, un État qui est accablé de tous les maux, la responsabilité de tous les maux de l'économie, une défense acharnée des droits de propriété privée, de l'ordre des marchés, et finalement, tout ça, peu importe qu'il y ait démocratie politique ou pas. Pour ça, ils sont tout à fait clairs, tout à fait clairs. Donc, on arrive à des choses, bon, ben, qui me finissent presque par me faire un peu honte, quoi. On arrive au World Happiness Reports. Vous avez jamais entendu parler de ça? Ils foutent ça sur le dos du Bhoutan, qui est quand même un truc incroyable. C'était encore, il y a peu de temps, le seul pays au monde où l'espérance des filles était inférieure à l'espérance de vie des garçons. C'est dire un peu le niveau de bien-être qui règne là-bas. Hein. Il y avait quelques pays comme ça, Pakistan, Bhoutan. Mais c'est quand même eux qui ont été à l'origine de l'indicateur de bonheur, le bonheur, les rapports sur le bonheur mondial. Alors on va classer les pays. Vous n'avez jamais vu ça? Alors il y a un rating du bonheur comme ça. Alors on apprend par exemple que les Colombiens sont beaucoup plus heureux que les Italiens ou que les Japonais. Hein? Que les Émirats arabes unis ou Israël, meilleure note, bien meilleure note, même que les États-Unis, qui sont quasiment au top. Hein? Ne vous inquiétez pas, ils sont tout en haut. Moi, ça me fait un peu honte. Ça me fait honte surtout parce que c'est à la Cité des sciences. L'économie, alors on va apprendre l'économie aux enfants, et ils foutent les gosses là-dedans, et il y a la carte du monde du bonheur. Bon, évidemment, dès que ça ressemble un peu à un régime socialiste, communiste, enfin, je sais pas, un régime debout, on va dire, alors là, pas heureux. Hein. C'est vrai qu'on râle beaucoup quand même. Hein. On râle beaucoup dans les pays socialistes, quand même, hein, c'est vrai. Mais les Chinois râlent, les Vietnamiens râlent, les Cubains râlent beaucoup. Alors, ils sont tout en bas. Bon, moi, personnellement, j'ai un peu honte. Voilà. J'ai un peu honte que d'autres sciences voient ça, et même le grand public, surtout, pour vous dire la vérité. Voilà. Alors, là-dedans, il y a des passages un peu difficiles. Par exemple, sur la théorie de la croissance, il y a un chapitre qui est un peu plus difficile, disons, parce qu'il aborde des points plus techniques, des points où l'essentiel du raisonnement néoclassique est fait sous forme mathématique,
mais ce sont des mathématiques qui sont utilisées le plus souvent comme instrument de dissuasion, de terreur, comme instrument de dissimulation même de l'indigence du raisonnement, du manque de tenue intellectuelle, de l'absence de scientificité, je le redis parce que ça me semble vraiment, vraiment très important, des mathématiques qui sont utilisées comme ruse pour ne pas parler des vrais problèmes, parfois pour ne pas parler même des vrais problèmes mathématiques. Et encore moins, évidemment, des problèmes réels, des problèmes de la vraie vie. Donc, oui, des mathématiques qui sont utilisées comme des paravents pour, ou derrière lesquels on aperçoit, pour qui connaît les trucs du magicien économiste, l'idéologie qui est là, qui est tapie, qui est à peine cachée. Voilà. Tellement d'arbres. Alors, vous allez me dire, je vais terminer avec des anecdotes. Vous allez me dire, bon, est-ce que c'est grave? On s'en fout de la théorie après tout. Bah, moi, enfin, j'ai déjà vu dans ma vie, c'était ni en Chine, ni au Vietnam, ni à Cuba, c'était en France, j'ai déjà vu un très haut responsable d'une organisation internationale entrer dans le bureau des jeunes économètres qui travaillaient pour lui et leur dire: la jeunesse, à 17h, je reçois une délégation d'hommes politiques, de diplomates de différents pays et tout. Je veux, sur mon bureau, que soit démontré, prouvé, empiriquement, que, je vous donne un des trucs qui a été sorti, que l'ouverture au commerce international accélère la croissance économique. Avant 17h, hein, parce que ces gens-là sont ponctuels, il y a des Japonais et tout, ils vont arriver à l'heure. Avant 17h, c'est sur mon bureau. Vous me démontrez ça avec de l'économétrie. Je l'ai vu, ça. J'ai vu un autre haut responsable dire « Bon, ce pays nous rejoint, il serait bon que ces statistiques soient assez visiblement plus présentables que celles d'autres pays qui ne nous rejoignent pas. » Je l'ai vu, ça. C'est des statisticiens, là, qui s'y collent, les pauvres. Les pauvres. J'ai même vu des responsables d'organisations internationales avouer qu'un directeur d'un département de statistique d'un pays du Sud, sous ajustement structurel, c'est-à-dire en fait le néolibéralisme, voire l'ultralibéralisme dans certains cas, avait complètement ravagé son institut. Ils avaient coupé les budgets, ils avaient viré le personnel, il n'avait plus de statisticiens, le gars. Il a même dit qu'il avait dû inventer le taux de croissance du PIB. Mais comment il va faire? Il y a les experts du FMI qui arrivent. Ils arrivent après-demain. Comment il va faire? Il n'a plus même le personnel licencié pour faire ça. Des gens extrêmement qualifiés, un type brillantissime, mais il l'invente. Il l'invente comment? Non, il l'invente sous contrainte. On fait toujours du calcul sous contrainte en économie quand on est néoclassique. Sous la contrainte des bailleurs de fonds, sous la contrainte de l'image donnée aux rivaux, quand même, aux économies rivales. Le voisin va se foutre de notre gueule si le taux de croissance est trop bas. S'il est trop haut, on risque d'avoir du mal à négocier des crédits. Donc, il faut le mettre dans la bonne cible. Ça, je l'ai vu. Je ne vous raconte pas de blague, je l'ai vu. C'est grave, évidemment que c'est grave. Mais moi, je crois que plus grave encore, la triche dans la théorie. Plus grave encore. Voilà. Et ça, je le vois très souvent. Je vois très souvent, disons, des collègues qui non seulement s'assoient sur les problèmes mathématiques réels de la vraie vie, mais qui s'assoient tout simplement sur la science. Ça, je le vois presque quotidiennement. Et je pense que c'est encore plus grave que des petites combines politiques, disons, même si elles sont, hélas, elles aussi, très très graves. Voilà. Donc, ma question finale, c'est pourquoi tant de courtoisie entre collègues, entre nous? Pourquoi tant de courtoisie pour un néoclassicisme qui a produit tant d'absurdités, quoi? Enfin, des absurdités que vous ne pouvez même pas imaginer. Je n'ai pas tapé sur Stiglitz, parce que beaucoup de gens l'aiment, et qu'il est réellement
réellement progressiste, encore que j'ai eu l'occasion, je vais sortir ma canne et mes pastilles, de visiter la Banque mondiale du temps où il était chief économiste, et je vous garantis que le binôme qu'il avait pour diriger les équipes de la banque avec Lynn Squire, son binôme, c'était pas tout à fait un progressiste. Hein. Lynn Squire. Alors, je ne sais plus ce que je vous racontais. Oui, Stiglitz. Mais quand même, lisez Stiglitz quand il était jeune. Lisez ça. La rationalisation du retour du métayage. Le métayage, le vieux truc du Moyen-Âge. Oui, oui, c'est plein boom en Tunisie, dans certaines régions du Maroc. Ça repart fort. Le métayage. Avant le salariat, avant le capital. Oui, oui, oui. C'est en train de repartir. On va y voir de l'exploitation. Quand même. Oh, de l'exploitation, des travailleurs agricoles, du métayer, du travailleur de la terre. Non, bien sûr que non. Il va falloir faire appel à l'économie de l'information, un peu d'économie, les apports de l'économie de l'assurance. On va avoir un calcul entre l'incitation nécessaire du travailleur et le risque de mauvaise récolte. Et ça va faire un bel équilibre. Mais c'est ça, Stiglitz. Stiglitz, alors, si... Drapeau rouge, presque, au Forum social et tout ça, Forum social mondial, sur la table et tout, les discours. Non, pas à moi, s'il vous plaît. Vogel, l'esclavage, la théorie de l'esclavage, vous avez déjà entendu parler de ça? Ben, la conclusion, c'est à peu près clair. Les Noirs ont été victimes de l'abolition de l'esclavage. C'est à peu près synthétiser la théorie de Vogel. Prix Nobel d'économie, hein, c'est pas... Attention, hein, on ne parle pas avec un petit chercheur du CNRS dans un petit couloir de... Non, non, non. Là, on est top niveau. Hein. Lisez-le. Lisez-le. Pourquoi la théorie du capital humain, qui nous vient d'où? Des intellectuels qui accompagnent les révolutions latino-américaines aujourd'hui? Non. Elle nous vient de... La théorie du capital humain nous vient d'Irving Fisher, qui était président de la Société eugéniste des États-Unis, qui était un vrai facho, quoi. Enfin, pour le dire vite. Alors tout ça, on va pas y réfléchir quand on est progressiste, quand on est, disons, attaché comme nous à une certaine vision de l'humanité et du monde. Moi, ça me paraît très dangereux, voilà, et c'est un peu pour ça que j'ai fait ce bouquin. Pour juste terminer, l'absence totale de théorie de la crise dans le néoclassicisme est la plus grande opportunité pour nous de repasser à l'offensive, de reconstruire des alternatives. Il se trouve qu'on met encore un peu de temps, que ce soit des alternatives théoriques ou des alternatives empiriques ou même des alternatives politiques. On met beaucoup de temps, on est un peu lent à la détente. Mais le fait est, avec certitude, c'est qu'il n'y a pas de théorie de la crise capitaliste dans l'économie dominante actuelle, dans le néoclassicisme. Et on reste bloqué. Si vous voulez juste... Il y a 1000 possibilités de répondre à cette question. Pourquoi on n'avance pas plus ? Peut-être que, j'en suggérerais juste une, peut-être que beaucoup d'hétérodoxes, surtout d'hétérodoxes keynésiens, continuent à reproduire une certaine animosité que Keynes a pu avoir pour Marx. Enfin, Keynes n'aimait pas Marx. Keynes n'a jamais beaucoup parlé de Marx. Keynes n'a pas lu Marx. Il n'a pas beaucoup parlé de Marx, mais quand il en parlait, c'était vraiment avec un très 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 grand mépris. Mais un mépris, je crois, simulé. Simulé parce que, disons, beaucoup de gens n'ont pas lu Marx, y compris des communistes, mais beaucoup de gens du peuple n'ont jamais lu Marx. Et pourtant, ça ne les a pas empêchés de comprendre le cœur du message de Marx et la force de ce message pour l'action de transformation du monde. Alors, ça, évidemment, Keynes, sans avoir lu Marx, l'avait compris.
Et on a encore beaucoup d'hétérodoxes qui se réfèrent à Marx, qui se réfèrent à Keynes, principalement pour le tourner contre Marx. Un peu comme a fait Walt Rostow, dont je parle, qui est mon chouchou, si je puis dire, qui est celui qui a quand même dirigé Klaus Barbie. Il était à la Maison-Blanche. Hein. C'est lui qui était en charge qui a été en charge de beaucoup de choses, mais il a aussi été en charge de la traque du Che jusqu'à son exécution. Et Klaus Barbie était l'un des membres du staff. Donc, Rostow a toujours dit qu'il était keynésien. Bon, je ne suis pas en train de comparer les keynésiens à des collaborateurs ou à des nazis, évidemment, hein, c'est pas ça que je dis. Mais, disons, il y a quelque chose de très, très, très profond là-dedans. Okay. Quand Joan Robinson, qui était l'une des disciples les plus extraordinaires, je le redis, de Keynes, a dit à Keynes, peut-être y aurait-il un pont assez merveilleux à lancer vers Marx, Keynes lui a répondu, n'essayez pas de chercher du sens là où il n'y en a pas. C'était clair et net. Et ce n'est pas un hasard si c'était cette même Joan Robinson, qui se trouve être en plus la seule femme de toute la bande, qui se fait dérouiller par le seul économiste non issu du Nord, Amartya Sen, dans sa conférence de prix Nobel. Ce n'est pas un hasard. Et encore une fois, du haut de mon âge déjà âgé, je vous dirais que j'ai vu un jour Kenneth Arrow, dans le discours de remise du prix de l'American Economic Association à Amartya Sen, à Washington. Le discours se terminait par Kenneth Arrow, l'auteur de la mathématisation de la théorie walrasienne. Tu es des nôtres. Donc, pour ceux qui espéreraient qu'Amartya Sen ouvre une alternative, il vaut mieux tout de suite, il y a quelques pages là-dessus aussi, perdre quelques illusions avant de partir. Et voilà. Donc, Keynes contre Marx, ce n'est pas une solution, parce que ce qu'a proposé Marx, en fait, c'est bon, on en discutera plus tard. Je dirais juste, les solutions proposées par Keynes n'ont pas fait disparaître ce qu'il appelait lui-même les aspects choquants du capitalisme, les inégalités, puisque maintenant l'auteur à la mode, c'est Piketty. Clairement, l'aspect choquant majeur du capitalisme pour Keynes était l'accroissement des inégalités, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont disparu ni au nord ni au sud, ni entre le nord et le sud, ni entre quelques groupes que vous voudriez faire. Mais il me semble que d'autres alternatives seraient à explorer. Voilà. Sinon, on se condamnerait au Venezuela, en Grèce, lorsque les forces de gauche arrivent au pouvoir, à prendre le pouvoir, avoir l'illusion de prendre le pouvoir sans pouvoir l'exercer, si je puis dire, parce que le vrai pouvoir est ailleurs. Le vrai pouvoir, c'est le capital financier. Si on n'y touche pas, on ne touche pas aux structures du capitalisme. Et si on ne touche pas aux structures du capitalisme, je ne sais pas exactement quelle transition socialiste on pourrait conduire, je ne sais pas exactement quel avenir socialiste tout court on pourrait ouvrir, ni même quelle politique sociale on pourrait mener. Voilà. Je vais m'arrêter là parce que je crois que c'est vraiment trop. Je vous remercie beaucoup tous pour ces questions, parce qu'en fait, je partage tout à fait les mêmes questionnements et presque sous-entendus en fait qui sont derrière ces questions. Je crois les partager du début à la fin. D'abord, évidemment, il y a des auteurs alternatifs, bien sûr. Naomi Klein en est une, il y en a d'autres, évidemment, mais on peut pas, enfin, ou Anne Sui, mais je ne crois pas
qu'ils aient passé beaucoup de temps dans la théorie. Et je crois encore moins dans la théorie du néoclassicisme. C'est peut-être d'ailleurs pour ça qu'elles sont si fraîches et dynamiques. Parce que, en fait, le grand problème dans cette affaire, c'est dès lors qu'on entre dans la critique absolument nécessaire interne au mainstream, on doit jouer sur son terrain. Et jouer sur son terrain, c'est particulièrement contraignant, difficile, épuisant. Au point même que les meilleurs d'entre ceux qui sont rentrés dans les entrailles du monstre, je dirais, y ont passé leur vie, y ont été engloutis tout simplement, enfin ont disparu là-dedans. Ont même, comme je l'ai suggéré tout à l'heure, peut-être par certains aspects, aidés par la capacité extraordinaire du mainstream à digérer la critique qui lui est adressée, aider les auteurs néoclassiques à surmonter certaines des difficultés souvent redoutables qu'ils rencontrent. Donc il y a cette ambiguïté. Enfin, je crois que vous avez cité surtout des gens qui ont un rôle absolument fondamental, parce qu'ils mobilisent, parce qu'ils se déplacent sur le terrain de l'économie, ils mobilisent aussi l'opinion publique pour dénoncer les aberrations, les absurdités, les monstruosités même tout simplement que peut générer l'économie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, surtout dans la vraie vie, encore une fois. Mais la théorie reste tout à fait hors de portée de ces voies-là, je crois. Même si, ensuite, tout, sur le briser, le concept de nation et tout, c'est tout à fait d'ailleurs intéressant de constater que ces projets ont 50 ans, quoi, plus de 50 ans. Ils sont pensés depuis longtemps. Ce sont des projets stratégiques, des projets structurels de guerre sociale, disons-le franchement, et que, bon, face à ça, on a quand même pas mal de retard. Piketty, j'y arrive, si vous voulez bien. Les économistes d'attaque, là, on est déjà dans un niveau, on va dire, non pas supérieur, mais plus proche de ce dont je parle, c'est-à-dire du combat théorique. La plupart d'entre eux, à la direction d'attaque, sont des économistes éminents, renommés et sincèrement engagés dans la critique, la dénonciation du néoclassicisme. Bon, aucune critique à formuler là-dessus. Il y a tout un tas de choses à dire, mais je préfère pas. Je préfère insister sur le caractère absolument nécessaire et salvateur de leur œuvre. Voilà. Même si, évidemment, on n'entend pas ou plus assez cette voix aujourd'hui, pour des raisons d'ailleurs qu'il faudrait interroger aussi. Là, la récupération des mathématiques vers l'intelligence artificielle et Google, alors c'est tout à fait symptomatique, si vous me permettez l'usage de cet adjectif, de constater que Google a fait appel pour diriger son équipe d'économistes. Vous savez qui ? Non, l'équipe d'économistes qui chapeaute le tout, il s'appelle Varian. C'est en fait le chef de tout le bazar des économistes travaillant pour Google, s'appelle Varian. Et Varian est assez connu par les économistes, les étudiants en économie, parce que c'est lui qui a commis le manuel le plus brutal, le plus brutalement néoclassique de microéconomie. Donc, dès la 3e page, on est déjà dans l'univers de Robinson Crusoe, et puis on visite l'île tout au long du livre, mais bon, à part ça, on sort pas de Speranza. Donc, c'est tout à fait symptomatique. Je vais vous dire, d'une certaine manière, le pire. Ils l'ont mis tout en haut. Bon. Alors peut-être que ces histoires d'intelligence artificielle, en fait, ça va résoudre le problème, parce que si... Moi, j'ai comparé les économistes à des pilotes de drones. Mais l'intelligence artificielle, c'est mieux encore. Le drone va tirer tout seul. Il n'y aura même plus besoin de le téléguider. Il aura la capacité de décider quand il doit tirer sur la cible ou pas. Fantastique. Bon, alors,
là, le problème est réglé. Évidemment, de la pire des manières. Là, on est en train de passer dans le côté obscur, disons vite. Là, cette histoire, c'est intéressant parce que, comme quoi Piketty est vraiment important, hein, mais tu dis la critique de Marx sur avant qu'il commence à travailler le calcul infinitésimal et tout ça, enfin dans les manuscrits, au tout début, 44, que tu connais très bien, il commence déjà à dénoncer un certain nombre d'outils idéologiques manipulés en même temps que l'outil mathématique. C'est-à-dire comment on va parler, la sociologie qui n'existait pas encore vraiment, mais bon, comment on va découper des classes ou découper des groupes sociaux, des catégories socio-professionnelles et par là même, par les calculs de moyenne et autres, faire disparaître tel ou tel phénomène. Déjà, il avait compris ça, avant même que la discipline existe véritablement. Et la discipline statistique et la sociologie. Et tout. Enfin, même Walras. Évidemment, évidemment. Donc c'est une fulgurance extraordinaire. D'ailleurs, on le voit même à propos de cette histoire de Piketty, parce que pour avoir eu plusieurs discussions, parce qu'on discute beaucoup de ça, évidemment, on dit... Alors, c'est le 1% contre le 99%. Hein, le 1% prend tout et le 99%... Et nous, on est dans les 99%. Alors, évidemment, il faut rééquilibrer ça. Mais quand on regarde les statistiques de Piketty, on s'aperçoit, dans une discussion avec Dominique Lévy, on a eu l'occasion de l'évoquer, on s'aperçoit que dans ce 1%, la majorité des revenus est de nature salariale. Même tout en haut, on continue à avoir des salaires. Alors, lui, il en déduit, Dominique Lévy, il en déduit que c'est très utile pour sa thèse du cadrisme avec Gérard Duménil. C'est en fait fantastique parce que c'est la démonstration que les managers sont au cœur de l'affaire et tout. Non, c'est simplement qu'on n'a pas mis le curseur, enfin, on n'a pas mis la bonne loupe. Le système... Enfin, il ne faut pas attendre Piketty pour savoir que le capitalisme génère des inégalités. Il ne faut même pas attendre Piketty pour savoir que le capital se concentre dans un nombre de plus en plus limité de mains. Enfin, on n'a pas attendu quand même il y a quelques semaines pour le savoir. On le sait depuis un bon bout de temps, et même avant Marx, d'une certaine manière. Alors, on n'a pas mis la loupe, on n'a pas mis la bonne loupe, ce n'est pas 1%. Il faut continuer, parce que, évidemment, le risque dans cette affaire, c'est quoi? C'est de dire, bon, puisqu'il y a des salariés qui font alliance au sommet, les managers font alliance avec les capitalistes, alors l'analyse de Marx, finalement, elle est plus d'actualité. Je dis, c'est pas la bonne loupe. Il faut regarder à un niveau encore plus microscopique, si vous me permettez. C'est pas à 1%, c'est à 0,1 ou 0,01 ou 0,001% qu'on va voir. Là, le critère central, c'est la propriété. C'est là qu'on va la voir, parce que précisément les inégalités sont de plus en plus dramatiquement creusées et que le capital est de plus en plus concentré. Donc il faut aller à un niveau beaucoup plus fin, sinon on abandonne le marxisme, sinon on fait du keynésianisme, sinon on propose ce que propose Piketty, c'est-à-dire, pour sauver le capitalisme, une fiscalité un peu plus redistributive. Mais depuis quand la fiscalité a changé la nature profonde du système? Non. Si on ne touche pas à la dynamique du capital et aux contradictions extraordinaires qu'elle génère, on ne touchera pratiquement à rien. Enfin, évidemment, on pourra revenir s'il y a d'autres questions sur Piketty, sur des choses plus précises, mais pour répondre... Comme on est, pour beaucoup d'entre nous, formés en philosophie, on est d'accord que 1%, c'est 70 millions de personnes. Non, ça dépend de 1%. De quoi tu parles. Si c'est la population des États-Unis... Ben non, mais là, en l'occurrence, c'est des États-Unis. Ah d'accord. C'est des inégalités aux États-Unis. Donc c'est le 1% de la population des États-Unis, 300 et quelques. Donc, bon. Mais sinon, au niveau mondial... On dit qu'au niveau mondial, oui. 1% possède depuis quelque temps près de ou plus de 50% des richesses. Et oui, non, c'est encore bien plus concentré que ça. C'est ce que j'ai lu. Le dernier scoop, c'est 70 millions de personnes. Non. Il n'y a pas 70 millions de personnes qui sont détentrices des grandes firmes multinationales. Voilà. Est-ce que c'est le revenu dans le même sens que toi, peut-être avec des statistiques mal. Est-ce que c'est du flux ou est-ce que c'est du stock? Si c'est du revenu,
on peut dire ce que tu dis. Si c'est du stock, c'est beaucoup plus concentré que ça. C'est comme, enfin, ça, c'est très, très, très difficile. C'est du calcul vraiment à la louche. Hein. Mais la dernière statistique qui est répercutée partie des organismes de recherche des banques, en particulier du Crédit Suisse, répercutée par Oxfam et tout, 85 personnes posséderaient un capital équivalent à celui possédé par 3,5 milliards ou plus de personnes. Bon, à partir du moment où l'essentiel de ces 3,5 milliards ne possède rien, c'est facilement calculé. Hein. Bon, mais vous voyez, donc, enfin, tout ça n'enlève rien au travail absolument colossal qu'a fait Piketty, à l'utilité extraordinaire de ce travail statistique et même d'avoir placé le projecteur sur ces questions-là. C'est très, très, très important. Mais je crois que la solution qu'il propose est totalement... Enfin, c'est pas réformiste. Ce serait magnifique si c'était réformiste. Elle est sans portée, quoi. Elle est même sans sens véritable compte tenu de la gravité des problèmes. Peut-être parce qu'il tourne dès le début le dos à Marx. Hein, encore un. Et alors sur la... ça, c'est une question absolument, absolument fondamentale au plan théorique. Et vous avez déplacé même la question jusqu'au terrain pratique de la gestion d'entreprises et tout. Mais c'est certain qu'il y a là une faiblesse, disons-le, de la théorie marxiste en général, et en allant même assez largement au-delà des marxistes eux-mêmes. Dans l'hétérodoxie, on manque de travaux théoriques sérieux en microéconomie. Ça, c'est tout à fait certain. Mais dans quelle mesure on doit articuler ça à la gestion, aux critères de gestion d'entreprise, ça, c'est encore une autre affaire, à mon avis. C'est qu'on manque aussi, moins, mais on manque aussi de critères résolument alternatifs. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Maintenant, est-ce qu'il y a, disons, équivalence entre mécanismes de marché et mécanismes de marché capitaliste? Je ne crois pas. On est là aussi sur un terrain qui mobiliserait plus les philosophes et les historiens, les sociologues, les anthropologues peut-être même aussi, mais on est là sur un terrain assez largement délaissé depuis fort longtemps par pas seulement les marxistes, mais par toutes les hétérodoxies. On ne discute plus trop de ces questions-là, qui ont à voir directement avec la question des transitions de l'ancien régime au capitalisme, les passages par des phases de capitalisme mixte, comme aux États-Unis avec des composantes d'esclavage capitaliste, ou en Russie avec le servage, qui est déjà largement le nouveau servage, qui est complètement intégré dans le système capitaliste. On a fait avec aux éditions du Temps des Cerises, on a coordonné un livre avec Antoine Casanova et un certain nombre d'auteurs qui ont publié dans la pensée un ouvrage qui s'appelle « Penser les crises », qui aborde un peu ces questions-là. Mais, enfin, je vous rejoins tout à fait là-dessus. J'ai très, très envie de parler de la Chine, mais si je commence à parler de la Chine, je crois que ça va partir. Mais j'ai dit tout à l'heure que je m'étais opposé, on a même écrit avec Tony Andreani une série de papiers là-dessus, s'opposant à la thèse, disons, social-démocrate, on va dire, défendue pour la Chine par Michel Aglietta et d'autres. Je pense qu'il y a... bon, c'est absolument indéniable qu'il y ait des éléments de capitalisme en Chine. C'est impossible de le nier. Bon, non seulement de marché, mais de marché capitaliste. Maintenant, je crois qu'on est encore dans une phase où on n'a pas bien compris ce qui se passe. On n'est collectivement pas en mesure de qualifier précisément le système politique et économique de la Chine actuelle, même si parler de capitalisme d'État
en transition... Oui, si tu veux, mais disons, je dirais capitaliste d'État en transition socialiste, si, pour marquer volontairement les contradictions et peut-être même des contradictions insurmontables. Mais il y a certainement du capitalisme, mais pas que ça, j'ai dit tout à l'heure. Parce qu'il reste du socialisme, ou plus exactement, il y a aussi des éléments du socialisme, que l'on repère à beaucoup de niveaux, beaucoup. La terre reste publique en Chine. La conception des services publics est extraordinairement plus large et puissante que la nôtre. Enfin, il n'y en a plus, remarquez, mais bon. C'est vraiment des services publics stratégiques qui intègrent y compris les entreprises qui fournissent les intrants pour le reste de l'économie. Mais il y a largement, disons plus largement, encore une stratégie de développement qui a évidemment à voir avec le projet socialiste. Absolument. Mais sinon, ce serait tout à fait impossible. Impossible. Bien sûr qu'il y a une planification qui n'a plus rien à voir avec celle de jadis, mais qui est une planification modernisée avec des outils extrêmement modernes, tout à fait réalistes, tout à fait pragmatiques. Mais il y a une planification, comme il y a une planification au Vietnam, comme il y a une planification à Cuba. C'est absolument évident, évident. Et que cette planification a un rôle beaucoup plus qu'indicatif ou incitatif. C'est une vraie planification de type socialiste. De type socialiste. Maintenant, s'il y a des éléments du capitalisme qui persistent et qui, même assez visiblement, se développent, il y a une lutte des classes. Mais il y avait une lutte des classes il y a 30 ans en Chine aussi. La lutte des classes continue par-delà le processus de transition socialiste. Et c'est précisément ça. Et heureusement qu'il y a toutes ces forces de résistance extraordinaires dont les syndicats sont l'une des plus évidentes, mais il y a aussi et surtout la paysannerie. Les luttes paysannes, c'est quand même 800 millions de personnes. C'est une petite masse de 800 millions de personnes, bien sûr. Mais ce qui est intéressant dans ce cas-là, pourquoi je parle des paysans? Parce que ce sont très généralement des organisations paysannes auto-organisées à l'extérieur du Parti communiste. À l'extérieur du Parti communiste, avec des positions de classe absolument très nettes, où l'héritage maoïste est ouvertement revendiqué. Alors là, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que la défense de la terre d'État, de la dimension collective de l'accès à la terre est absolument fondamentale. C'est la clé même du système. Le jour où ça saute, on pourra commencer à parler de capitalisme en Chine. Et évidemment, il y a aussi les luttes dans les milieux intellectuels. Bon. Mais essayez de... Vous voyez, essayez de présenter la Chine comme déjà purement convertie au capitalisme, c'est vraiment une usurpation totale. Et ça permet même de rendre crédible l'illusion la plus extraordinaire qui est celle de dire une voie social-démocrate est possible en Chine. Qu'est-ce que c'est que ça, une voie social-démocrate? Qu'est-ce que ça veut dire? On va avoir un marché des actions et des obligations totalement développé, on va avoir un système bancaire privatisé et on va avoir de la social-démocratie, mais où? Qui croit ça encore aujourd'hui face à la puissance extraordinaire du capital financier à l'échelle internationale? C'est pour ça qu'avec Tony Andreani et d'autres, on continue à défendre dans ce débat l'existence et la réactivation possible de la voie socialiste, de l'héritage révolutionnaire de la Chine, tout simplement, qui n'est pas que la continuation de la Chine d'ancien régime, non, de la Chine du XVe ou du XVIIe ou du XIXe siècle. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est l'héritage du socialisme, des luttes populaires qui ont amené la révolution socialiste en Chine.